Au revoir, Jen. Je traduis. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Je suis Gaëlle Albaric de Façade. C'est moi qui vais être le fil rouge ce matin. Et on va démarrer par quelques consignes valables pour tous les webinaires. Ce n'est pas parce qu'on travaille aujourd'hui sur la surdité, est-ce que vous connaissez tous la partie conversation et la partie réaction, qui sont donc des icônes sur lesquelles on peut travailler pendant le webinaire. Donc, n'hésitez pas à écrire dans la partie conversation. Bonjour Margina. Dans la partie conversation, vos questions au fur et à mesure. Tout en haut épinglé, normalement, vous avez pour l'intitulé du webinaire et le déroulé prévisionnel avec les grandes questions. Ça ne veut pas dire que tout sera suivi à la lettre, mais en tout cas, on va essayer de suivre ce déroulé. Vous avez les noms des intervenants et intervenantes. Et pour la partie réaction, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à vous signaler comme ça. Je ne sais pas si vous voyez la petite main qui se lève sur mon... Voilà, vous levez et vous baissez la main. Donc, ce sera plus pratique pour prendre la parole, poser ces questions au fur et à mesure. Autre conseil aussi, quand vous prenez la parole ou que vous écrivez dans le chat, de bien donner prénom, nom et structure pour que les interprètes puissent bien vous identifier. Et en plus, au niveau de l'enregistrement, ça permettra d'avoir la traçabilité de toutes les interventions. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Alors, pour faire que la mosaïque soit la plus lisible possible, notamment pour les interprètes et Corinne ce matin, Corinne Tournier, si vous ne prenez pas la parole ou si vous ne signez pas, de couper les caméras pour que les vignettes, on fera une mosaïque complète à la fin du webinaire, si vous voulez, pour qu'on se voit bien tous. Mais en attendant, on va essayer de garder le minimum de caméras ouvertes. Alors, vous faites un petit pouce, si vous pouvez cliquer sur les petits pouces, si tout le monde est OK pour démarrer. Merci. Donc, bienvenue à tous et toutes sur ce webinaire qui fait partie d'un cycle mené par l'ensemble des clubs FACE Occitanie sur un projet qui s'appelle Face au handicap. Donc, chaque club FACE organise un webinaire sur une thématique en particulier. Et aujourd'hui, le nôtre s'appelle « Et si on vous faisait signe ?» ou comment favoriser l'intégration des personnes sourdes et malentendantes en entreprise. Ce cycle de webinaires, comme le projet Face au handicap, est cofinancé dans le cadre de l'appel à projet handicap de la région Occitanie. Et dans l'Aude, nous croisons avec l'animation Les entreprises s'engagent, Club de l'Aude, donc les entreprises qui s'engagent pour être plus inclusives. Donc, ce webinaire est là aussi pour leur apporter des choses concrètes, des témoignages et des futures collaborations, nous l'espérons, avec les acteurs et actrices du territoire. Alors, on va démarrer avec vous, Corinne Tournier, si vous voulez bien, de l'Association des sourds de l'Aude, avec une première question. On parle de... Bonjour. Pardon. Bonjour, je disais bonjour, c'est simplement bonjour. Mon signe, c'est Corinne, voilà, comme ça, natation. Corinne Tournier, donc Tournier. Il y avait une... Vous n'aviez pas fini, Gaëlle, pardon, excuse-moi, je me présentais. La première question. Donc, on parle de handicap sensoriel. Il y a notamment la surdité. Donc, de quoi parle-t-on?
Oui, alors justement, donc on parle de sourds ou alors handicap sensoriel, c'est quelque chose que moi je n'affectionne pas. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'acception de ce qu'on dit sourd ou la surdité. Quelqu'un qui n'entend pas, une personne qui entend mal et qu'on va dire du coup malentendante. En vrai, qu'elle soit malentendante ou sourde, on dit sourd. Quelqu'un qui signe ou qui ne parle pas ou qui peut parler mais pas signer ou être bilingue, parler et signer. Enfin, les sourds ont, une richesse et une diversité de profils extrêmement grande. Il y a cette langue des signes associée à la surdité, mais il y a également d'autres moyens de communication, la lecture labiale, le LPC, et cetera. Enfin, ce sont des modes de communication, diverses, voilà, associés à la surdité donc. Merci. Voilà. Merci. Alors pour, vous faire participer tous et toutes un petit peu, est-ce que vous pourriez soit en levant la main, soit en écrivant dans le chat, nous donner, les pour vous, quels seraient les freins à l'embauche d'une personne sourde et malentendante? Je vois que Alexia, Marion, il y a des personnes qui se lancent. Alors je vois la communication avec le reste de l'équipe, les a priori, les préjugés, j'imagine que c'est ça que ça veut dire. Donc l'équipe, effectivement, dans une entreprise, c'est important. Avec les usagers, donc et les clients. Ah, la question du télétravail. Le manque de cours dans les entreprises de langue des signes, on reviendra dessus, ça tombe bien. Et la méconnaissance des dispositifs d'accompagnement, oh, on a une jolie liste déjà là. Vous pourrez en rajouter si vous voulez, hein, si vous avez, d'autres idées en cours de webinaire, il ne faudra pas hésiter. Vous pouvez continuer à écrire dans le chat. Donc, question pour vous, Corinne, de nouveau. Quelles sont justement les conséquences, dans la vie de tous les jours et plus particulièrement dans la vie professionnelle de, la surdité? Alors, par rapport aux conséquences de la surdité, je dirais que suivant les situations, bah, par exemple en famille, effectivement sur la vie quotidienne, si une famille a le même, type de communication, donc une famille signante de personnes sourdes, aucun souci. Si tout le monde est signant, aucun problème. Ça, c'est bon, vie privée. Après, si, un sourd isolé dans une famille d'entendants, là, le sourd effectivement va rester très isolé. Mais par rapport à la vie professionnelle, on est dans une situation plus compliquée. Dans une association de sourds, aucun problème. Bien sûr, tout le monde signe, donc il n'y a pas de souci de communication. Mais dans une entreprise d'entendants majoritairement, un sourd intégré peut avoir de grosses difficultés de communication, bien évidemment. On parle de communication avec l'équipe de travail, les gens qui ne savent pas signer, des collègues, qui ne sont absolument pas au courant de quelle langue utiliser, quelle communication. C'est quelque chose d'assez, voilà, c'est souvent on a le préjugé de dire: «C'est pas possible, c'est trop compliqué», alors qu'il y a, au contraire beaucoup d'obstacles levables, et à lever. Hem
les personnes sourdes, en général, cherchent l'information. Je dirais que cette information-là, la recherche plutôt, provoque énormément de fatigue. Il y a des moyens pourtant d'aide, pour, ces personnes à accéder à l'information. L'écrit, l'image et cetera. Enfin, il faut effectivement penser à, renseigner la personne sourde avec ces moyens-là et ça marche assez bien. Ce qui paraît important, c'est que le sourd, son problème finalement, c'est il a pas un problème, mais c'est le pont, c'est le lien avec les entendants et voilà, c'est le lien qui doit pouvoir être fait avec les entendants. Quand tout le monde signe, il y a beaucoup moins de fatigue, autant psychologique que, voilà, parce qu'il y a pas d'effort à faire particulier. Quand, il n'y a pas de communication, il y a souvent on associe ça après à de la déprime ou à vraiment à des difficultés morales. Dans l'entreprise, il y a souvent un manque d'informations, formelles, claires. Les salariés, ont aussi des moments informels d'échange, de vie, qui est la majorité des échanges et là, on se retrouve en tant que sourd, exclu de cette information qui est une information, qu'elle soit officielle ou non officielle. C'est l'information de la vie de l'entreprise auquel le sourd n'a pas accès. Je dirais que voilà, c'est du coup, pour terminer, c'est les freins se lèvent à la condition de faire un je dirais un effort partagé. D'accord, effort partagé. Je je note. Sur justement, on parle de métiers. Quels sont les métiers que ne peuvent pas exercer les personnes sourdes et malentendantes? Question piège. Alors, en réalité, il n'y a pas de métier impossible, inaccessible. Il y a des sourds, je le disais encore, récemment, il y a des sourds qui font tous les métiers. Heu il y a des moyens techniques d'aide, appareillage, implants et cetera, heu, pour accéder à tous les métiers. Les appareillages et les implants ou même les personnes sans rien d'ailleurs, sans ces compensations, auditives, heu heu et je dirais ils peuvent tout faire. Il y a un point, c'est, communiquer par téléphone. On ne peut pas, même avec un implant, même avec un appareillage et une très bonne récupération, une très bonne, audition, mais aux États-Unis, on a des, juges, des avocats sourds, des pompiers, des gardiens de la paix et en France, on a, je pense, beaucoup plus de lourdeur due à des peut-être des préjugés en tout cas, hein, sur la surdité et sur les capacités ou les incapacités. D'accord. Donc on avait prévu alors vous aurez, on vous enverra une petite vidéo, mais qui reprend ce que vient de dire, Corinne Tournier, sur les métiers, notamment, aux États-Unis. Donc il y aura une petite vidéo d'1 minute, vous l'aurez à la suite du webinaire, et on va poursuivre, avec le témoignage, de Stéphanie Derbini de l'APAJH Aude. Merci Stéphanie. Stéphanie. Qui va nous, présenter un cas concret de recrutement, d'une personne au sein de l'AP-AJH et de comment ça s'est, déroulé et je pense qu'un certain nombre d'ailleurs de freins qu'on a vus tout à l'heure s'inscrire dans le chat, on va aborder un certain nombre de ces points-là et ces écueils, freins et les solutions apportées ou à apporter. Alors bonjour à tous. Je vais témoigner aujourd'hui d'une de nos expériences. Alors je suis toujours un peu mal à l'aise de témoigner d'une expérience car je le rappelle, toute personne est singulière et les expériences ne valent pas généralité. C'est un principe important à retenir ici. Néanmoins, c'est l'expérience qui nous forge et qui nous permet de nous améliorer. Alors, un de nos services recherchait un apprenti. Nous avions une personne qui était venue faire un stage dans le cadre de son BTS
Et ce stage s'était bien passé, sans suite à la fin du stage. Une des particularités de cette personne, c'est qu'elle était née sourde, mais rapidement, enfin, elle avait été implantée, ce qui signifie qu'elle parle et qu'elle entend, alors certes d'une manière probablement différente de vous et moi. Au salon TAF, alors que la commission de recrutement était déjà prévue pour ce contrat d'apprentissage et les candidats convoqués, je rencontre le professeur de BTS de ce stagiaire que nous avions eu et qui nous dit qu'en fait, il est à la recherche d'un emploi, qu'il galère vraiment. Et il s'avère que cette personne est présente sur le TAF. Nous échangeons, je lui propose de venir passer les sélections. Et en fait, après les sélections, cette personne est, à ce stade-là, la plus compétente des candidats pour ce contrat d'apprentissage. Dans le poste proposé en apprentissage, il y a une part d'accueil. Alors, bien évidemment, on ne refait pas les préjugés. Il y a de nombreuses personnes de l'équipe qui accueillent assez mal, dans un premier temps, le fait qu'une personne sourde puisse effectuer un apprentissage sur ses missions. Confrontée aux préjugés, non mais Stéphanie, une personne sourde ne peut pas être à ce poste-là, voilà. Et là, il faut déconstruire et dire, oui, cette personne est sourde, mais elle a un implant et entend, parle. De plus, il existe des aménagements qui permettent de nombreuses choses. Alors, je vais vous raconter de suite la fin de l'histoire. Elle n'est peut-être pas celle que vous attendez. Ce contrat d'apprentissage, ça n'a pas été une réussite. La personne, elle n'a pas obtenu son diplôme. Nous n'étions pas satisfaits professionnellement. Et il y a eu beaucoup de malentendus et de difficultés pour toutes les parties, je pense. Bon, là, vous vous dites, ah ben voilà, ils avaient tous raison, ces autres avec leurs préjugés. Bon, eh bien non. Je vous en laisse un peu pour la fin. Et je vais rentrer un peu dans certains écueils que nous avons rencontrés et quelques solutions pour que notre expérience puisse être, qui sait, vous être bénéfique. Alors, le premier écueil, ça serait l'anticipation. Nous, on cherchait un apprenti, des compétences, et en fait, on a accueilli un apprenti avec ses particularités. Le recrutement s'est déclenché très vite, mais l'aménagement de poste a pris quelques mois, le temps de prendre contact avec les partenaires, monter les dossiers, le financement, faire intervenir les personnes, etc. Au final, durant plusieurs mois, nous ne savions pas quelles étaient les particularités et les besoins de cette personne. La sensibilisation a eu lieu presque 6 mois après le début du contrat, soit sur ce contrat d'apprentissage, en fait, au milieu du contrat. Du coup, ça a mené à beaucoup de malentendus. Une fois la sensibilisation passée, nous avons pu comprendre beaucoup de choses. Notamment qu'il était par exemple nécessaire et préférable pour les consignes de travail de passer par l'écrit en fait. Après, il y a un autre point de vigilance à avoir. Si on sensibilise des équipes quand la personne rentre, ça peut être stigmatisant, mais si l'entreprise fait de la sensibilisation au long cours, il y a moins de stigmatisation. Après, pour qu'un aménagement il soit optimal, ça nécessite d'anticiper un peu plus en fait. L'anticipation, c'est vraiment un levier pour que ça se passe mieux. Anticiper, c'est prévoir, par exemple, dans votre plan de formation, des formations sur la lutte contre les préjugés, les représentations sociales du handicap, une formation sur la culture sourde, par exemple. Ça ne veut pas dire que vous allez former des experts, ça ne veut pas dire que vous allez vous former à un type de handicap, mais vous ne pourrez jamais former des experts. Parce qu'en fait, on le rappelle ici, c'est peut-être, mais il y a autant de handicaps que de personnes en situation de handicap. Chaque personne est unique et il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes particularités, les mêmes besoins surtout. Donc ça, de former comme ça, plutôt généralement, ça ouvrira vos équipes à la différence et à la tolérance. Et ça peut permettre de se sentir plus à l'aise, d'être moins effrayé, moins bousculé lorsqu'il y a une rencontre avec une personne en situation de handicap pour parler de sa différence et pour l'aborder. Après, il me semble essentiel de ne pas forcément attendre d'intégrer des personnes en situation de handicap pour réaliser des sensibilisations. Ça serait se mentir que de croire que tout va bien se passer comme ça. La meilleure chose qui vient à bout des peurs et des incompréhensions, c'est vraiment la connaissance. Donc en fait, c'est nécessaire de former l'équipe proche, le hiérarchique,
Mais c'est bien de le faire en amont de temps en temps, en fait, de choisir un thème, de sensibiliser, d'avoir une vraie politique de communication pour lutter contre les ignorances liées au handicap et aux singularités. Je pense qu'il y a des aides, en fait. Vous pouvez facilement avoir des aides pour des formations comme ça, en fait. Repérer les difficultés aussi pour savoir comment les aborder. Et en fait, attention à ne pas aborder le handicap, mais aborder les répercussions du handicap, les particularités et les besoins de la personne. En ce qui concerne notre thème d'aujourd'hui, je crois que c'est en fait encore au-delà du handicap. Si je ne me trompe pas, il me semble que les personnes sourdes ont leur propre culture et d'ailleurs, elles ne se considèrent souvent pas comme en situation de handicap. Et du coup, intégrer une personne sourde, c'est reconnaître qu'elle a une culture différente de la vôtre, avec tout ce que cela entraîne en fait. C'est s'intéresser à cette autre culture, comprendre les éventuelles différences et en fait qui peuvent mener à des malentendus, comme quand il y a des rencontres de deux cultures en fait. Former ces équipes sur le sujet, ça peut, je pense, être vraiment très enrichissant et en fait se faire à tout moment. Alors, le deuxième écueil, c'est croire qu'on peut faire seul, en fait. Dans notre situation, on l'a vu, en fait, parfois, certaines personnes singulières, elles n'arrivent pas à exprimer leurs besoins ou en fait, elles ne se rendent pas compte de toutes leurs particularités. Je me souviens de cet apprenti qui, vers la fin de sa mission, a pris conscience, tout à la fin, qu'il avait des problèmes attentionnels, en fait, qui peuvent être une répercussion ou non de son handicap en fait. Mais voilà, il a pris conscience de ça à la fin de son contrat et du coup, il a fallu agir dessus. Parfois, la personne exprime ses besoins, mais aussi nous n'arrivons pas à les entendre, les comprendre ou y faire face. C'est donc difficile de s'ajuster en fait. Et pour ça, à mon sens, c'est vraiment nécessaire de s'appuyer sur des experts extérieurs. Si vous ne savez pas qui contacter, en fait, je pense qu'il y a des formidables acteurs qui peuvent vous orienter. Alors là, je pense au Cap Emploi qui est présent aujourd'hui ou aux médecines du travail. Et puis, au fur et à mesure, en participant à des webinaires comme celui-ci, par exemple, vous pouvez aussi rencontrer de nombreuses personnes qui maîtrisent des expertises sur ces sujets-là. En fait, à mon sens, c'est vraiment nécessaire de s'appuyer sur les experts et les pairs. Il ne faut pas oublier les pairs. Il y a souvent des personnes qui ont traversé les mêmes écueils et peut-être même dans votre entreprise, vous ne le savez pas, et qui peuvent être de vraies ressources en fait. Et enfin, au-delà du handicap, parfois c'est aussi une rencontre de deux cultures et il faut vraiment s'appréhender, pas juste aménager un poste en fait. Il faut vraiment faire l'effort de s'appréhender. Bon, et alors si ça ne marche pas, il y a peut-être d'autres raisons. Et en fait, ça sera notre troisième et dernier écueil. Ça peut ne pas marcher car la personne en situation de handicap, c'est avant tout une personne. Et en fait, je pense qu'il faut toujours le garder à l'esprit. Et comme tout professionnel, cette personne, elle peut manquer de savoir-être, de compétences. Et il faut savoir se défaire du handicap. D'ailleurs, on n'est pas handicapé, mais bien en situation de handicap. Et suivant le milieu, les compétences seront opérantes ou non. Je pense qu'il faut oser déconstruire ses préjugés et traiter la personne en situation de handicap comme n'importe quel salarié. La personne en situation de handicap n'est pas, alors je mets des guillemets, une pauvre petite chose en fait. Elle n'est ni pauvre, ni petite, ni fragile, ni une chose, ni une victime, ni un super-héros. Je pense qu'on ne se le dit pas assez, mais en fait, elle est juste une personne comme tout le monde, avec bien sûr ses particularités. Mais en fait, une fois que vous avez fait cas des possibles de la personne, que vous avez aménagé le poste et répondu à ses particularités et ses besoins, ne pas appliquer les mêmes devoirs et les mêmes attendus aux personnes en situation de handicap, en fait, c'est aller contre ce que défendent ces personnes qui se battent pour leurs droits et militent pour être traitées avec équité, en fait. À mon sens, il ne faut pas baisser nos attentes parce que la personne est en situation de handicap. Alors, attention, ici, je ne parle pas d'égalité, mais d'équité. C'est-à-dire que tout ça, c'est une fois seulement, bien évidemment, que vous avez aménagé, totalement répondu aux besoins
et aménager selon les particularités. Là, effectivement, il ne faut pas baisser votre niveau d'exigence, mais bien évidemment pour des objectifs qui sont dans l'ordre du possible pour la personne, en fait. Encore trop souvent aujourd'hui, les personnes en situation de handicap sont perçues soit vraiment on le voit dans les médias partout, soit à travers la figure du héros, soit à travers la figure de la tragédie personnelle en fait. Si je vous pose une question, en étant honnête avec soi-même, qui ici n'a jamais prononcé la phrase dans sa vie, non mais estime-toi heureux, regarde, tu pourras avoir un bras en moins, quoi, ou quelque chose du genre. Je suis sûre que vous avez tous un jour prononcé une phrase comme ça. Et ça, c'est voir le handicap comme une tragédie, en fait. On ne s'en rend pas compte, mais prononcer ce genre de phrase, c'est ça, le handicap est une tragédie. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut changer de regard. Le handicap, c'est pas une tragédie. Si vous considérez que le handicap n'est pas une tragédie, vous serez plus enclin à traiter les personnes avec équité, en fait. Dans notre situation, avec cette personne en apprentissage, probablement, il y a eu des forces inconscientes ou des préjugés qui ont fait que nous n'avons pas osé traiter cet apprenti comme un autre salarié. Alors, nous avons probablement eu des manques, une mauvaise gestion de ce contrat de notre côté, c'est certain. Mais il y a aussi eu un manque d'investissement, une non-application des consignes, un manque de travail de cette personne en apprentissage. Et en fait, nous n'avons pas réagi assez vite en proposant un entretien pour lui indiquer ce qui n'allait pas sur le plan purement professionnel et en fait qui était en rien lié avec sa situation de handicap. Alors pour conclure, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de communiquer avec ses salariés et en fait c'est nécessaire de donner les clés à tous et toutes pour mieux travailler ensemble en fait. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur. Et en fait, à mon sens, c'est pas grave de se tromper et de mal faire, entre guillemets. Je pense que quand on a la volonté, il y a un chemin à explorer. Après, tout comme le management, l'humain, c'est pas facile de base. Hein. Si beaucoup d'entre vous managent, vous savez que c'est pas facile. Vouloir inclure, accueillir des personnes différentes et particulières, c'est un vrai travail. Et en fait, ce serait se leurrer que de croire que parce qu'on le décide, qu'on se le dit, ça va se faire facilement. Je pense que ça demande de l'abnégation et beaucoup de travail sur soi. L'équipe aussi doit travailler. Ça demande de se remettre en question. Souvent, de remettre en question sa vision du monde professionnel et ses croyances, en fait. Je pense qu'on en est là aujourd'hui, c'est d'accepter que l'autre, dans sa différence, il vient vous bousculer. C'est pas ce que vous avez appris. Il faut savoir aussi accepter de faire taire souvent son ego. Hein. Souvent, c'est ça, c'est aussi une question d'ego, de différence. Des fois, aménager un poste, ça peut heurter vos convictions, mais je pense qu'une fois que la déstabilisation est passée, les peurs sont balayées, on se rend compte que c'est vraiment une vraie richesse et vraiment un atout que d'accueillir les différences et que de les laisser s'exprimer, surtout sans vouloir les contraindre à une normalité. Ça, c'est très important. Je pense que la question de la norme, en fait, elle peut être aussi intéressante à travailler avec vos équipes, en fait, en formation, par exemple. Qu'est-ce qui est normal, en fait travailler autour de cette question de la normalité. À mon sens, un vivre ensemble est possible et surtout, je suis convaincue qu'il peut mener, nous, on en fait l'expérience tous les jours, à de vraies performances d'équipe, en fait, et de vraies réussites qui auraient certainement été moins probantes sans l'hétérogénéité. Voilà, pour le témoignage. Merci Stéphanie. C'était très intéressant, dit Corinne. C'est intéressant comme expérience. Donc, est-ce qu'il y a des questions? On peut faire une petite pause là sur la première partie de ce webinaire. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou en levant la main? Bon, a priori, non pour l'instant. Tout était super clair. Donc, j'ai bien retenu, il y a 3 écueils. Donc, l'anticipation, le fait de ne pas faire seul et de considérer la personne en situation de handicap comme une personne, comme tout salarié. On va peut-être revenir sur l'anticipation et le fait de ne pas travailler seul en passant la parole à
à Alexia Dallet de Cap Emploi pour la partie qui sera peut-être un rappel pour certains d'entre vous, mais ça fait du bien aussi les rappels, de savoir quels sont l'appui, les aides que peut apporter Cap Emploi sur un territoire. Tant aux personnes d'ailleurs qu'aux entreprises. Hein, pardon, Alexia. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Gaëlle. Bonjour à tous. Donc, je suis Alexia Dallet. Je suis chargée de relations entreprises sur Cap Emploi 11. Donc, nous, notre association Cap Emploi, c'est une association co-traitante de Pôle emploi qui est en charge donc, de plusieurs axes. Le premier, c'est un axe insertion où donc Cap Emploi et les conseillères accompagnement de notre association accompagnent les demandeurs d'emploi en situation de handicap, donc tant sur la partie reconversion si la personne n'a pas de projet professionnel. Nous accompagnons également sur la mise en place de la formation avec l'interface avec les centres de formation et les éventuels aménagements nécessaires en lien avec le handicap. Et sur la dernière partie de cet axe que l'on appelle l'axe 1, nous accompagnons les personnes demandeuses d'emploi sur la recherche d'emploi, l'entrée en emploi et la sécurisation. Donc, sur la troisième partie, on accompagne tant l'entreprise que le demandeur d'emploi et futurs salariés. Ça, c'est pour notre premier axe. Le deuxième axe de travail que nous avons au sein de l'association, c'est le maintien dans l'emploi. Donc, c'est l'accompagnement des personnes en emploi qui sont en arrêt maladie de longue durée ou qui ont l'apparition ou l'aggravation d'un handicap. Donc là, l'équipe de l'axe 2 se met en lien par le biais de la médecine du travail ou par le biais du salarié directement ou encore de l'entreprise, se met en lien avec les différents intervenants et recherche des solutions ou de reclassement en interne ou d'aménagement technique dans l'entreprise ou anticipe le futur licenciement pour inaptitude du salarié et met en place une recherche de nouveaux projets professionnels. Donc nous, à Cap Emploi, nous utilisons différents partenaires. Comme disait Madame Derbini, il est très important de s'appuyer sur des experts, sur des partenaires locaux. Donc, autant sur la partie insertion, donc l'axe 1, que sur la partie maintien. Nous sollicitons l'intervention de prestations d'appui spécifiques sur le handicap auditif. Donc, nous travaillons avec l'ARIEDA, l'association l'ARIEDA. Voilà. Nous connaissons également l'ASA, l'association des sourds de l'Aude, puisque j'ai déjà travaillé moi-même avec Madame Noël. Et voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Donc, nous accompagnons les demandeurs d'emploi pour les parties, personnes malentendantes, pardon, les demandeurs d'emploi, les salariés en entreprise, et nous accompagnons également les entreprises ou dans l'insertion d'un nouveau salarié ou dans la tentative de maintien d'un salarié au sein de son entreprise. Merci. Alors peut-être parce que c'est toujours le nerf de la guerre, comme on dit, est-ce qu'on peut faire un petit focus sans forcément, je sais qu'il peut y avoir énormément de possibilités, mais peut-être faire un petit focus sur les aides financières, quel que soit d'ailleurs le type d'aide et de besoin. Il y a des différences, je pense, entre les différentes modalités d'aide. Voilà, si vous pouvez faire un petit focus. Tout à fait.
Donc, nous, comme je vous l'ai dit, on s'appuie donc sur des prestataires spécifiques qui font un diagnostic pour la personne malentendante, ce qui leur permet d'identifier les matériels de compensation nécessaires pour optimiser ou la formation de la personne quand la personne va entrer en formation, ou l'entrée en emploi, ou encore le maintien dans l'emploi. Donc, concernant ces prestataires spécifiques, c'est financé dans le cadre de le fonds de contribution des entreprises, qui est différent selon le statut de l'entreprise, si c'est du privé, du public ou du médico-social, c'est différents intervenants. Et ensuite, une fois que le matériel est identifié, on monte un dossier de cofinancement que l'on présente à l'entreprise. Et s'il est validé, à ce moment-là, l'aménagement peut se faire afin d'optimiser la prise de poste ou le maintien dans l'emploi. Donc, je ne peux pas être beaucoup plus précise que ça, excusez-moi, hein, mais en fait, chaque situation est différente. Tout dépend du matériel identifié, du statut de l'entreprise et de la situation de la personne sourde ou malentendante au sein de l'entreprise. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services. On pourra vous aider à savoir quelle est la participation exacte et dans quelle situation vous êtes. Oui, c'est plutôt cohérent en fait avec la complexité et ce qui ressortait des témoignages de Corinne Tournier et de Stéphanie Derbini. Chaque personne a des besoins différents. Donc évidemment, les aides doivent être adaptées. Donc il ne peut pas y avoir un catalogue comme ça qu'on peut afficher, même si on transmettra des ressources à la suite du webinaire. Mais le mieux, c'est effectivement toujours de se rapprocher de ceux qui savent, de ceux qui sont experts. Comme le disait Stéphanie tout à l'heure, tout le monde ne peut pas être expert en entreprise, c'est pas possible. Donc c'est bien pour ça qu'il y a les acteurs et actrices du territoire pour pouvoir accompagner les entreprises et les personnes en recherche d'emploi. A priori, Cyril dit que vous, Jennifer, vous ne le voyez pas. Il est revenu sur le relais. Gaëlle, juste si je peux justement sur le financement, sur les formations, on ne le sait pas souvent, mais les OPCO, les opérateurs de compétences, elles ont souvent des enveloppes sur le handicap et justement ce que je disais pour mettre dans son plan de formation des formations sur le handicap, je pense qu'il y a des fonds en fait, il faut se renseigner auprès de ces OPCO. Voilà. Et après, concernant les sensibilisations, moi j'ai monté pas mal de dossiers. En général, l'AGFIP ou alors si c'est un autre organisme qui s'occupe du handicap, ils financent à 100% les sensibilisations, quoi. Ils ont compris qu'en fait, c'est en sensibilisant que ça allait faire marcher. Ah bah ça fait le pont peut-être avec une question spécifique pour l'association des sourds de l'Aude. Donc Claire Noël, est-ce que vous pourriez justement sur le territoire de l'Aude, enfin, nous on le sait puisqu'on travaille en partenariat depuis quelques temps maintenant sur des sensibilisations, mais quel pourrait être vous, votre rôle justement en direction des entreprises? Bonjour à tous. Donc juste déjà, petite présentation de l'association des sourds. L'association des sourds existe depuis 1988. Donc le but au départ était de lutter contre l'isolement des personnes sourdes, parce qu'en plus à cette époque il n'y avait pas tous les moyens qu'il y a maintenant, technologiques et autres, et surtout l'accès à une information complète et adaptée aux personnes sourdes. Dans la foulée, l'association a créé un centre de formation en langue des signes, même si la langue des signes n'était pas encore reconnue. Par chance, depuis 2005, la langue des signes est reconnue comme une vraie langue, au même titre que l'allemand, l'anglais, etc. Donc nous, notre rôle en tant qu'association, on existe toujours parce que, bien sûr, tout n'est pas résolu et il y a encore des difficultés dans la société pour les sourds. Ça serait bien le jour où il n'y aurait plus de problème et l'association est ferme, ça serait bien, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc nous, on fait beaucoup de sensibilisation avec
Corinne, parce que justement, il y a encore des peurs, comme on pouvait le dire tout à l'heure, des préjugés, et des fois, il y a des personnes qui s'imaginent que la surdité comparée à d'autres handicaps, diront certains, d'autres différences, c'est énorme et c'est plus compliqué, alors que non, pas du tout. Comme le précisait la personne de la PHH tout à l'heure, effectivement, c'est juste une différence culturelle. Et donc, nous, on est là, enfin, ça dépend des situations aussi. Donc, nous, on est là, on peut sensibiliser les équipes. On peut aussi intervenir et faire des formations en langue des signes pour les équipes. Après, il y a plusieurs modalités, ça dépend de la volonté de l'entreprise, ça dépend, ça peut être former les collègues proches. L'intérêt aussi, si le salarié sourd signe, ça serait au moins que les collègues proches puissent signer au quotidien, etc. Après, ça peut être un accompagnement, des prises de notes, par exemple. Ça m'est déjà arrivé de faire de l'accompagnement en formation professionnelle pour prendre des notes. Ça peut être des accompagnements ponctuels sur une demi-heure, 1 heure, sur montrer une nouvelle tâche, ou ça peut être des choses comme ça. Et après, oui, après, ça peut être aussi, ça nous arrive de recevoir des personnes sourdes qui ont des difficultés dans le travail, qui viennent nous voir et qui me disent, bon, voilà, j'ai telle et telle difficulté. Donc, nous, on essaye de les écouter déjà, et après, on essaye de voir ce qui est possible. Et bien sûr, on fait le lien avec différents partenaires. Nous, on a des très bons contacts avec la GFIP aussi, parce que nous-mêmes, par exemple, pour Corinne Tournier, on a la GFIP qui finance un forfait annuel pour les interprètes, pour les réunions professionnelles ou le webinaire aujourd'hui, en partie. On a un forfait annuel, donc ça dépend du forfait et du nombre d'heures, mais voilà, il y a des aides qui existent. Et maintenant, j'ai 2-3 personnes référentes à la GFIP. Ça pourrait être aussi, si besoin, pourquoi pas, faire le lien avec d'autres partenaires avec qui on travaille, sur le thé. Je crois que j'ai rien oublié. Merci beaucoup. Oui, j'imagine, mais c'est comme pour Cap Emploi et l'ensemble de tout est adaptable. Enfin, on s'adapte aussi aux besoins du moment et sur des choses qui peuvent être parfois, j'ai retenu, aussi ponctuelles. C'est-à-dire qu'il y a des choses au long cours dans l'intégration, la formation, mais il y a parfois sur les sensibilisations pour un accompagnement, vous parliez d'une prise de notes ou voilà, ça peut être très ponctuel, mais ça peut parfois débloquer une situation qui peut être tendue ou avec une incompréhension et qui peut rapidement peut-être s'arranger, on va dire, au-delà de l'ensemble des accompagnements et aides possibles à côté de ça. Voilà, c'est peut-être aussi arriver à toutes ces briques, à pouvoir les faire fonctionner ensemble pour favoriser au maximum l'intégration dans l'entreprise. Oui, parce qu'il y a des choses simples des fois à mettre en place, et des choses, des fois sur place, on voit quelque chose, on conseille, c'est des choses auxquelles l'entreprise n'a pas forcément pensé, et même nous, des fois à distance, par téléphone, pas forcément, mais après sur place, on dit, ah ben là, il y a quelque chose de simple à faire, c'est des choses, après il y a les lois, il y a les règles, il y a les choses qu'il faut absolument mettre en place, et puis après il y a le concret et le quotidien, le réel, de s'adapter à les possibilités, avec la situation. Donc, c'est vrai que, voilà, en fonction de la personne aussi qui est en face, des sensibilités de chacun, etc. Et puis surtout, donc, surtout, nous à l'association, moi je ne suis pas interprète. Donc je viens vraiment en complément d'autres solutions, donc comme les interprètes professionnels pour les réunions de travail. Moi, si on m'appelle, je ne vais pas venir en réunion de travail si un sourd il signe, c'est pas mon rôle. Moi, je peux être en réunion éventuellement pour prendre des notes si personne dans l'entreprise le sent, ou si voilà, il préfère une personne neutre. Voilà, c'est possible. Mais voilà, il faut, en fonction de la situation et du besoin et du moment, il y a plusieurs possibilités, plusieurs intervenants. Et l'association des sourds peut aussi conseiller par rapport à ça. Dans telle situation, il vaut mieux un interprète. Dans telle situation, il vaut mieux une autre personne pour reprendre des notes. Ça fait aussi partie de la sensibilisation qu'on peut faire au départ ou de temps en temps. Alors, d'accord. Alors, on va tester. Nous avons le témoignage donc de Julie Marlot, donc personne sourde et malentendante, qui
a accepté de faire un témoignage en vidéo, alors qu'il risque d'être saccadé. Donc, on verra, les interprètes nous diront s'ils arrivent à traduire en direct. Donc, Julie Marlot qui nous parle de son intégration au sein de la CAF de l'Aude, notamment. Donc alors, effectivement, la vidéo est très saccadée. Je travaille dans un service public, dit donc cette personne à la CAF, dans la ville de Carcassonne. J'accueille des personnes, enfin j'ai été embauché avec cette mission d'accueil de personnes sourdes qui au départ, c'était pas forcément ça qui m'était attribué comme mission, mais finalement c'est ça que je fais. Il y a eu effectivement beaucoup de doutes et de soucis par rapport à la surdité, ma surdité, la RH, et alors excusez-moi, mais là c'est un peu compliqué vu que c'est haché. Si on peut couper la Les vidéo 2 équipes, je secondes. pense. Oui, parler des équipes, parler d'un courrier, alors je ne sais pas quoi. Donc il a fallu que je fasse des formations et que je convainque mon directeur de l'utilité de ces formations, que du coup j'y participe et que je puisse être dans dans le service mieux intégré. Il y a eu un financement des interprètes, donc du coup les choses sont devenues accessibles et finalement le travail est devenu très possible. Quand je suis retourné, ça a duré, je crois, 2 mois. J'ai ensuite, eu d'abord un premier essai, de 3 mois ou 2-3 mois en contrat, court. Puis là, j'ai validé un CDI. Dans l'ensemble, ça se passe maintenant très bien. On passe par le mime, la prise en note, et les communications par écrit. Donc il n'y a pour moi pas de souci de communication, dit madame, avec ses équipes, et les différentes personnes. Bien sûr, c'est différent en fonction de chacun. Si les gens, n'articulent pas forcément bien, la lecture labiale est un peu compliquée, mais très globalement, ça ça se passe plutôt pas trop mal. Donc j'ai pu être embauché. J'ai fait des demandes aussi d'outils tels que la visio-interprétation. Donc on m'a installé du matériel en visio-interprétation pour que je puisse passer des appels. Donc c'est une technique qui est, assez pratique. C'est quelque chose que j'utilise donc régulièrement dans ma langue avec des interprètes à distance. Alors là, c'est l'interprète qui n'arrive pas à voir parce que là, la personne bouge beaucoup. Donc quelque chose qu'elle ne fait jamais, mais Pardon, elle disait qu'elle ne peut pas transporter le matériel en autre salle que dans son bureau. D'accord, très bien. Effectivement, Voilà. merci Claire. Donc voilà, depuis donc 6 mois, ça se passe pas mal. Je fais, alors, elle a pu faire des petites formations. Elle a cette expérience-là des interprètes à distance. Il y en a également qui viennent sur place. Elle se déplace parfois, heu, à Toulouse, donc elle profite des interprètes de Toulouse aussi. Globalement, voilà, c'est pareil, une expérience, un d'accueil des personnes sourdes, qui acceptent du coup de fonctionner comme ça marche bien. Pardon, elle explique que ça marchait bien, qu'après elle a pu faire de l'accueil de personnes sourdes, et du coup, que ça marchait bien. Voilà, tous les aménagements de poste, après ça se passait bien et la direction a accepté de la mettre à l'accueil de personnes sourdes aussi en direct. Direction, Et donc ça, c'était merci. à Carcassonne et après elle est partie à Chambéry. Voilà et donc du coup, il y a eu plein de choses qui ont été pas possibles du coup, À qui ont Chambéry. beaucoup évolué à Chambéry. Heu, heu Alors là, ce qu'elle explique, c'est que justement là, elle a vu une différence à Chambéry, quand elle est arrivée par rapport à Carcassonne. À Carcassonne, il y avait de l'évolution professionnelle, il y avait de l'accessibilité et à Chambéry, il y avait pas. Il y avait des a priori, des préjugés justement
qui ont empêché cette adaptation et son évolution professionnelle. Elle était bloquée et elle a vu, elle dit pourtant la CAF, elle dit vous pensez peut-être que la CAF au niveau national c'est tout pareil. Elle dit non, elle a vraiment vu la différence entre avant à Carcassonne et après quand elle a été mutée à Chambéry. Et donc au bout d'un moment, à la fin de la vidéo, elle explique qu'au bout d'un moment, elle regrette, mais qu'elle a quitté son emploi à Chambéry. Alors, merci beaucoup pour cet exercice de haute voltige, Cyril et Claire. Effectivement, voilà, c'est vraiment suivant le poste qui lui est proposé, dans quelle entreprise et dans quelles conditions. Précise Corinne. Oui, tout à fait. C'est ce que disait aussi Stéphanie Dermini tout à l'heure. C'est qu'en fonction du contexte, de l'équipe, du travail, de la volonté locale aussi. Et là, on voit bien que c'est au sein d'une même structure, enfin d'une même structure, c'est structure équivalente, 2 CAF, mais 2 territoires différents, certainement 2 managements différents, et qui a fait que les compétences ont pu être opérantes ou pas. Précisément, il manque de la reconnaissance et de la prise en compte du handicap à Chambéry, à Carcassonne, effectivement. La population sourde est, je dirais, peu nombreuse. La CAF a eu effectivement a fait une adaptation de poste vraiment très adaptée. À Chambéry, effectivement, il y a une population, une communauté sourde beaucoup plus étendue, et donc la situation était du coup plus adaptée parce qu'il y avait vraiment un poste à repenser. En termes de management aussi sur la manière d'accueillir cette plus grosse population, cette plus grosse communauté sourde, qui avait donc plus de demandes. Voilà. Alors peut-être, Corinne, si vous voulez bien pour, bon, il nous reste 6 à 10 minutes. Est-ce que vous pourriez nous donner, vous en avez donné déjà, chaque partenaire a pu, ou chaque intervenant a pu donner quelques exemples d'actions, mais est-ce que vous auriez d'autres exemples d'actions, parfois toutes simples, à mener en entreprise, pour accueillir et favoriser l'intégration réussie dans l'entreprise sur un poste? Oui, je pense qu'il faut déjà penser à la différence qu'il y a entre chaque personne sourde. Je disais sourd, signant, non signant, etc. Donc c'est une chose à prendre en compte éminemment. Du coup, je pense qu'il faut effectivement, pour des sourds signants salariés, faire des sensibilisations à la langue des signes. À la surdité de la personne en question. Qu'est-ce que cela représente pour elle? Quelle est sa culture finalement, sa culture langagière, sociale, de comportement, et essayer d'avoir du coup ce double, faire chacun un pas vers l'autre, des petites choses, mais un badge avec un nom et un prénom et une fonction. Parce que voilà, ça peut donner à connaître les personnes beaucoup plus facilement, tout de suite. D'une manière générale aussi, afficher énormément de choses, qui fait quoi, les rôles, quand, dans l'entreprise, les collègues, ne pas oublier effectivement de laisser toujours une trace de ce qui est dit, parce que ce qui est dit est volatile, même si c'est un moment voilà, officiel ou informel, histoire de penser à cette information, à cet accès à l'information de la vie d'équipe. Il faut présenter effectivement, il faut du temps pour que les gens se connaissent et voilà, et apprennent à travailler ensemble. Donc se présenter mutuellement d'ailleurs. Vérifier que la personne sourde a elle-même bien compris, demander éventuellement à ce qu'elle reformule, ça crée un échange, et je pense que c'est éminemment plus facile. Voilà. Si les choses sont faites pas sur le moment, c'est trop tard. Une réunion ou un rendez-vous
penser à l'accessibilité, donc dès le départ, l'accessibilité, où est-elle, et en parler très rapidement. Là, on parlait d'outils comme la visio-interprétation ou des interprètes en présentiel ou des preneurs en notes ou des traces écrites. Bref, tout type de solutions qui facilitent et qui me paraissent importantes pour la personne sourde, mais pas que pour la personne sourde. On parle simplement de relations humaines et d'humanité. Et en fait, voilà, cette espèce de cœur serré qui pourrait être issu d'une frustration pour le sourd, voilà, est utile pour tout le monde. Et elle redonne un peu de soulagement et d'accessibilité et de facilité à tout le monde. Peut-être ma collègue Claire, tu veux rajouter quelque chose sur ton expérience aussi ou... Que les sourds ils ont aussi d'autres capacités, d'autres compétences que souvent les personnes qui sont pas du tout, qui travaillent pas du tout avec des sourds ne soupçonnent pas et qui peuvent être très intéressantes pour l'entreprise, très enrichissantes. Ils ont un point de vue différent. Bon, déjà, ils sont très visuels, donc ils vont voir s'il y a une erreur sur un affiche, une faute quelque part, ils vont le voir. Mais aussi, ils ont une façon de voir les choses différente. Donc, des fois, ça peut apporter une logique différente aussi. Et ça rend les échanges très intéressants. Et sur la perception aussi, face aux clients, on pourrait dire oui, l'accueil, les sourds, l'accueil, pas trop. Mais dans un service social, je suis sûre que ça peut aider parce que les sourds ont une perception accrue pas des caractères, mais quand la personne elle arrive, nous, des fois, on voit sur le forum des associations, on voit une personne, on discute avec elle 3 minutes, et Corinne me dit, cette personne, elle va venir en formation, elle va arrêter. Moi, je lui dis, mais tu peux pas dire ça, on va discuter avec elle pendant 3 minutes. Et en général, c'est ce qui se passe. Parce qu'ils ont une perception des gens et des situations. Et du coup, souvent, Corinne, avant les stagiaires, m'informe que telle et telle personne est malade, telle et telle personne a quelque chose qui ne va pas, avant que les stagiaires qui sont en cours chez nous me le disent eux-mêmes. Et du coup, bon, ben, dans un service social, par exemple, ça pourrait permettre d'agir en amont ou des choses comme ça. Et moi qui travaille depuis 18 ans avec les sourds, des fois je rigole encore de me faire avoir sur des petites choses. Et voilà, mais c'est toujours très intéressant d'avoir un autre point de vue, je pense. Dans tous les cas, c'est intéressant. Mais là, le sourd a encore une autre vision. Ça peut apporter une richesse à l'entreprise. Alors, avant de clôturer, alors je vois que Bénédicte Berassalus d'Harmonie Mutuelle a dû partir. Mais elle avait une question sur le télétravail. Est-ce que vous avez un retour ou parmi les personnes qui sont en ligne, là, justement, de quel est l'impact? Est-ce que c'est un frein, le télétravail, ou au contraire quelque chose qui peut favoriser l'intégration? À mon avis, ça dépend des situations et ça dépend du travail. Oui, je dirais que ça dépend effectivement c'est aussi un problème technique. Il y a des interprètes à distance, en visio-interprétation, pas de souci, pour avoir pour une communication. Voilà, bon, pas de souci, en tout cas pour des appels téléphoniques. Du coup, les postes s'aménagent, s'arrangent. Il y a je parlais de cette téléinterprétation, mais il y a plusieurs systèmes, plusieurs moyens d'adaptation avec des points précis. Je peux vous envoyer quelques infos là-dessus si vous voulez. D'accord. On le mettra effectivement dans les ressources. Il y en aura d'autres, hein, Cap Emploi en a proposé. Elles seront envoyées après le webinaire. Et également, en discutant hier, en échangeant avec l'Arieda, toute la partie des ressources, alors appelées ActiveBox, qui sortent des activateurs de progrès, c'est ça, hein, activateurs de progrès, donc dispositif AGFIP qui mobilise quand même depuis de nombreux acteurs et actrices. Et a priori, il y a une ActiveBox et des outils spécifiques sur les personnes sourdes et malentendantes et la surdité. Voilà, donc tous ces outils et ressources seront proposés
à la suite du webinaire. Alors, je vois qu'il y a une main levée, mais alors je ne vois pas qui. Oui, allez-y, pardon, Cécile. Non, c'était moi, Cécile Lebas. Donc, pour juste Oui. témoigner, hein, puisque moi, je travaille avec des collaborateurs sourds sur les services de l'ARIEDA. Au-delà d'accompagner les personnes sourdes au sein des entreprises, j'ai des collaborateurs sourds. Donc, sur la question du télétravail, j'ai envie de vous dire, c'est une question de communication. Donc, c'est pareil pour moi qu'avec une équipe qui entend. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur la question de l'aménagement du poste à domicile, mais être vigilant sur une connexion de qualité. Mais j'ai envie de vous dire que pour même une personne entendante, c'est important. Il y a la question aussi à un moment donné des outils et des casques. Voilà, un casque qui est adapté à l'appareillage, notamment parce que ça peut être douloureux, mais ça, il y a des tests qui se font. Et ensuite, c'est toujours la question de l'information. Une personne sourde est toujours inquiète de ne pas avoir l'information, mais j'ai envie de vous dire, quand on travaille à distance, tout le monde est inquiet de ne pas avoir l'information. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe plus global et que la personne soit sourde ou pas. Voilà, il n'y a pas de différence, à mon sens, sur la question du télétravail. Voilà. En tout cas, de l'expérience que j'ai, moi, en interne, puisque auprès des collaborateurs de l'ARIEDA. D'accord, merci pour cette précision. Oui, Stéphanie? En fait, il y a un guide qui a été fait par l'ANSA, l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais communiqué, sur télétravail et handicap. Et en fait, ils ont fait une fiche par typologie de handicap. Et donc, il y a une fiche, en fait, qui est, je pense, très intéressante. Vous pouvez aller le récupérer sur... Gaël, je pense que vous l'avez envoyé, le guide. Et en fait, il y a une première partie, une deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est vraiment une fiche. Et il y a tout un travail qui a été mené, les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qu'on fait. Enfin, ça peut-être être intéressant de communiquer. C'est libre de droit, de toute manière. Donc, Oui, je le mettrai aussi dans les ressources. OK. Alors, peut-être pour clôturer avec Corinne et Claire, on a prévu une clôture un peu plus ludique. Peut-être on peut rallumer toutes les caméras et profiter de ce temps. Alors, si pour passer à l'action et nous apprendre, vous pouvez, voilà, et nous apprendre le b.a.-ba, quelques mots pour pouvoir intégrer des personnes et accueillir en tout cas les personnes dans l'entreprise. Donc, par exemple, comment dit-on bonjour? Alors, pardon, moi j'ai perdu l'interprète, Jennifer, moi j'ai perdu Corinne. Donc, je ne la vois Je vais la plus. remettre, pardon, je vais la remettre alors en évidence. C'était pour. D'accord, je n'avais pas compris justement du Corinne. Voilà comment l'on dit bonjour avec la main comme ça. Tout simple. Et bienvenue. Comme ceci. Avec le sourire, bien entendu. Ça ne marche pas si on boude. Il faut mettre l'expression en lien avec le signe. C'est très important, les expressions du visage. Le corps et le visage, très important. Finalement, les mains le sont moins. Et comment dit-on un ou une collègue? Alors, je ne sais pas si tout le monde me verra bien. Comme ceci. Collègue pour le travail. Là. Avec... Et travailler, justement. Comme ceci. Alors, c'est en tout cas dans la région sud, c'est comme ça. Parce qu'effectivement, il y a des spécificités régionales en langue des signes, comme à l'oral. Et donc, le travail se dit ici, comme ceci. La pause. Ah oui. Et le café? Comme cela, la pause. Voilà, comme cela. Le café.
ou pour ceux qui préfèrent le thé, comme ceci. C'est important aussi. Eh bien, merci beaucoup. On est presque à l'heure. Merci beaucoup aux interprètes d'Ezel Interprétation qui se sont prêtés à l'exercice. Je sais qu'ils doivent partir vite sur une réunion qui suit. Merci beaucoup à l'Association des sourds de l'Aude, Claire et Corinne, avec qui on a préparé en amont ce webinaire et pour nous, c'était une première techniquement aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps aussi pour nous accompagner. Merci beaucoup à Stéphanie Dervini de la PHJH pour ce témoignage concret et les solutions, les pistes de solutions, et à Cap Emploi, bien évidemment, et Alexia Dallet pour, comme sur Face au handicap et les précédentes étapes du mois de novembre, étaient aux côtés de Face et de ce projet Face au handicap. Merci beaucoup aux entreprises. Donc, il y avait notamment le comptoir des entrepreneurs, Harmonie Mutuelle, Contrôle Formation, Keolis. Je ne sais pas si j'ai identifié tout le monde. C'est vrai qu'on a démarré vite sans faire un tour de table. Ne pas hésiter à mettre son nom. L'Arieda, évidemment, aussi, mais qui a pris la parole. Donc, on l'a identifié. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et pour la suite, ne pas hésiter, vous aurez l'ensemble des contacts avec les ressources. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec les partenaires du territoire pour avancer sur cette question. Et belle fin de journée à tous et toutes. Nous permettre de parler des sourds, on n'en parle pas souvent, et d'en parler positivement aussi. Merci pour tout le travail de Façonne. Et à 2023 pour la suite.